Alors, au rayon des nouvelles quand même encourageantes, on va vous la montrer, cette courbe que M. Legault avait dans les mains hier, mais on ne voyait pas très bien, avant-hier, pour être exact, on ne voyait pas très bien. La voici, c'est qu'on voit quand on répartit avec la journée exacte du décès des gens, parce que quand on annonce 114 ou 130, il y a des gens qui sont morts depuis les 3 derniers jours dans certains cas. Quand on répartit, voici ce que ça donne. En bleu foncé, c'est dans les CHSLD, durement touchés, on le voit là, c'est clair. L'essentiel des morts, la grande majorité, c'est dans les résidences pour personnes âgées, CHSLD et RPA, les résidences pour personnes âgées. Donc, le bleu un peu plus pâle. Le bleu encore plus pâle, c'est à domicile. Et les autres, c'est le gris, donc très peu de décès. Mais la courbe, c'est ce qu'il faut retenir. Sébastien, on la voit. Oui. C'est clair, elle descend, là. On va pas le cacher, là. Elle descend. Et ce qui pourrait laisser entrevoir que quand on parlait des 4400 personnes âgées infectées dans le réseau, bien, il y a une certaine reprise de contrôle, dans ces résidences-là. On le souhaite, en tout cas. Et c'est encourageant. Je pense qu'on était rendu à 4800 même, à un moment donné, dans les résidences pour personnes âgées. C'est encourageant. Ça démontre, finalement, que les efforts qui sont faits dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées, commencent à donner quelque chose. Puis cette courbe-là, elle est importante parce que, en effet, le chiffre d'une centaine de décès par jour nous frappe et on se dit, comment ça se fait qu'on maintient une centaine de décès par jour? Ça veut dire que la situation ne s'améliore pas, elle reste stable. Or, en mettant ces décès-là selon leur date où ils sont survenus, dans une courbe comme celle-là, on voit clairement que la courbe est descendante sur le côté droit de la courbe. Donc ça, c'est un élément intéressant, encourageant même dans la lutte contre la pandémie au Québec. Je vous dirais que c'est l'élément le plus encourageant que moi j'ai vu, en tout cas depuis une vingtaine de jours. Depuis une vingtaine de jours, il y a les questions des tests sérologiques, qui est une bonne nouvelle aujourd'hui. À Laval, on développe donc, on va développer des millions de ces tests-là, une capacité de voir dans quelle mesure nous avons été infectés à notre insu et que nous sommes peut-être protégés à notre insu, donc les tests sérologiques. Ça, c'est une autre bonne nouvelle aujourd'hui. Et cette courbe-là, ce qui ne veut pas dire que chaque décès n'est pas malheureux, là, qu'on s'entende bien. Et on verra la donnée de la journée. Bon, on est du bon côté. On est du bon côté de la montagne, mais il faut qu'on redescende cette montagne, bien sûr. Alors, il sera question de ça. Il sera question du masque encore, Sébastien, c'est clair, lors du point de presse, c'est clair. Et peut-être de Montréal aussi. À un moment donné, il va falloir que le gouvernement prenne une décision sur le déconfinement de Montréal. Je vous rappelle, c'est prévu dans une dizaine de jours maintenant, pas lundi qui vient, mais l'autre lundi suivant. École et commerce à Montréal. Puis demain et vendredi, François Legault sera à Montréal. Alors, est-ce qu'il fera une annonce sur le déconfinement de Montréal aujourd'hui ou il se la gardera pour son passage à Montréal ou encore il attendra lundi prochain pour faire cette annonce? Mais à un moment donné, l'horloge fait tic-tac pour le déconfinement à Montréal et prendre une décision à la lumière des données que le gouvernement a en ce moment. Est-ce qu'il va devenir une autre histoire si ça se prolonge au-delà du 25 mai? Ce sont les troisièmes couronnes autour de Montréal. Belleuil, dans certains cas. Parce que Saint-Jean, sur le Richelieu, est ouvert. Juste à côté, c'est fermé. Les gens disent, là, nous, on veut bien attendre, mais il y a des limites. Nos commerçants de proximité sont en train de mourir. Arrivé, comme hier, avec masqué du premier ministre, de la ministre de la Santé, du docteur Arruda, pour bien marteler ce nouveau message, il faut quand même le dire, nouveau, de porter le masque dès qu'on sort de la maison et qu'on peut se retrouver à moins de 2 mètres d'autres personnes. Alors, la question qui sera reposée, c'est est-ce que vous allez le rendre obligatoire? Et la réponse qu'il a donnée, en tout cas, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, c'est que pour rendre la mesure obligatoire, il faut encore en avoir assez. Il faut avoir des stocks pour pouvoir les distribuer dans une ville comme Montréal, à l'entrée des métros. C'est ce que Paris a fait, là, en passant. Oui. Et Barcelone et New York. Nouveauté, le président de la Tribune de la presse, Marc-André Gagnon, du Journal de Montréal et du Journal de Québec,
portent le masque aujourd'hui. Vous le voyez à l'extrémité droite de la tribune. On verra aussi comment M. Legault enlève son masque aujourd'hui. Ça fait un peu jaser sur les réseaux sociaux, la façon dont il l'a fait hier. Parce qu'ils sont à moins de 2 mètres, Sébastien. Voilà, hein? exact, Alors, absolument. D'où le masque. Merci. Pour faire le à point plus tard. sur la situation au Québec quant à la COVID-19, le premier ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné aujourd'hui de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda. Alors, Monsieur le premier ministre, à vous la parole. Oui. Bonjour tout le monde. Bon, d'abord, vous remarquez que j'ai des lunettes. J'ai vu que le docteur Barrette a dit qu'il avait remarqué depuis quelques jours que j'avais un problème avec mon œil gauche. Il a à moitié raison, c'est mon œil droit. Et je veux vous dire que ce ne sont pas des lunettes roses. Je veux revenir sur le port du masque. D'abord, vous dire, celui que je porte, il ne faut pas toucher au matériel, c'est ça que j'ai compris hier, a été fait par Tricot Maxime à Ville-Saint-Laurent. Donc, bravo, ils en font beaucoup. Et oui, je suggère fortement à tous les Québécois de porter un masque quand ils sortent de chez eux. Évidemment, la question qui est beaucoup revenue depuis hier, c'est pourquoi on ne rend pas le masque obligatoire, par exemple, dans les transports en commun. Et la réponse, la plus importante, la plus pertinente, c'est qu'il faut que les masques soient disponibles. Je vous donne juste un chiffre. Dans le métro de Montréal, en temps normal, on n'est pas en période normale, mais en temps normal, il y a 500 000 personnes par jour qui passent dans le métro de Montréal. Donc, ça veut dire que si on voulait fournir des masques à tous les Québécois qui utilisent les autobus, le métro partout au Québec, on aurait besoin de dizaines de millions de masques. Puis en plus, bon, il y a la partie légale. Non seulement il faut fournir les masques, mais il faut aussi que ce soit des masques de qualité. Parce qu'il y a beaucoup de sortes de masques. Il y en a qui protègent plus, il y en a qui protègent moins. Juste vous dire, on travaille très fort actuellement. On a une équipe qui est là-dessus depuis plusieurs semaines pour travailler avec des compagnies québécoises qui pourraient éventuellement nous fournir des dizaines de millions de masques. Mais ça va prendre encore quelques semaines. Donc, on n'ose pas même me donner une date, mais on dit que ça ne sera pas avant le 1er juin. Donc, c'est la raison essentielle. Là. On va aider. Là. Demain, je vois la mairesse de Montréal, Valérie Plante. On est prêt à financer les masques, mais il faut s'assurer que les masques de qualité soient disponibles avant de penser à mettre ça obligatoire. Par contre, je vais inviter les Québécois. Là, il y a beaucoup d'exemples sur les médias sociaux. Vous pouvez assez facilement fabriquer votre propre masque et je vous invite à aller sur différents sites web. Il y en a beaucoup d'exemples là, de comment fabriquer un masque. Donc, je reviens au bilan du jour. On a maintenant 89 décès, un total de 3220. Donc, d'abord, j'offre évidemment mes condoléances à toutes les familles, à tous les proches. Puis, je veux peut-être dire aussi aux familles des victimes que ce matin, à l'Assemblée nationale, tous les députés qui étaient présents ont observé une minute de silence. Et puis, aujourd'hui, on a mis le drapeau du Québec en berne en hommage à toutes les victimes, là, donc sur le mât de notre Parlement. Pardon. On a aujourd'hui 39 931 cas, c'est une augmentation de 706. On a 1876 personnes hospitalisées, 35 de plus, 194 aux soins intensifs, une augmentation de 8. Un autre sujet sur lequel je veux revenir, ce sont les tests, les fameux tests importants. Ça fait partie des conditions de l'OMS pour être capable de réouvrir. D'abord, je veux situer le débat. Aujourd'hui, le Québec a fait, depuis le début de la crise, 43 000 tests par million d'habitants. Je vous donne des exemples. En Ontario, on en a fait 31 000. En Allemagne, 33 000. Aux États-Unis, 30 000. En France, 21 000.
Donc, le Québec est un des endroits au monde où, jusqu'à présent, on a le plus testé de personnes. Par contre, puis je ne veux pas me sauver, on faisait 6 000 tests par jour. On vous a dit, il y a à peu près une semaine, qu'on voulait augmenter de 6 000 à 14 000. Or, on est monté à 9 000, 10 000 vendredi, mais là, on est revenu à 9 000. Je veux juste vous dire que j'accepte pas ça. Je ne suis pas content. Je l'ai dit aux personnes concernées. Puis j'espère dans les prochains jours qu'on va être capable d'augmenter à 14 000 tests. Ça veut dire mieux s'organiser. Puis ça veut dire aussi mieux informer la population dans les différents quartiers, entre autres de Montréal, de la disponibilité des tests. Donc, il faut, je prends une partie du blâme en disant, il faut mieux expliquer que les tests sont maintenant disponibles à grande échelle. Donc, ça, c'est pour les tests. Juste vous dire, là, je suis le dossier personnellement. Donc, je regarde ça moi-même. Bonne nouvelle, pour la 3e journée de suite, on a des employés qui reviennent de congés de maladie, donc qui reviennent dans le réseau de la santé. Juste hier, on en a eu 250 employés qui sont revenus dans le réseau de la santé. Évidemment, il faut que ça continue. Mais ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle, et puis je ne veux pas scooper ma collègue Isabelle Charret, mais cet après-midi, avec le docteur Massé, elle va annoncer qu'on va permettre les sports individuels où il n'y a pas de contact. Je vous donne 2 exemples, le golf et le tennis. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de monde. Moi, le premier, je pense que je serais dû pour un bon match de tennis avec un de mes 2 gars, tout en n'étant pas trop sûr que c'est moi qui va gagner, mais bon, ça, c'est une autre affaire. Un mot sur l'ouverture de l'Assemblée nationale. Donc, après 2 mois, on a eu aujourd'hui notre première période de questions. Je pense que ça s'est bien passé. Il y avait un bon ton de collaboration. Je veux en profiter, comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale ce matin, pour saluer, féliciter la nouvelle chef du Parti libéral, Dominique Anglade. Remercier aussi le chef intérimaire, Pierre Arcan, qui était là pendant la période intérimaire. Et mes remerciements du jour, justement, vont être pour tous les députés de l'Assemblée nationale. C'est important, le rôle des députés. Ce sont les 25 députés qui ont la responsabilité d'écouter les citoyens de leur comté, puis d'amener les préoccupations des citoyens de leur comté à l'Assemblée nationale. Donc, c'est sain qu'on critique le gouvernement. Pas toujours facile de se faire critiquer, mais on finit par un petit peu s'habituer. Et c'est sain pour la démocratie. Puis moi, je veux justement remercier tous les députés, tous les partis politiques. On a eu depuis 2 mois une belle collaboration. Puis c'est important que ça se poursuive. C'est ensemble qu'on va sortir de cette crise-là. Et je suis content de voir que notre Parlement national fonctionne bien. Et on a eu un exemple ce matin. Je termine en vous disant, en revenant un peu sur les consignes puis la suite des choses, c'est assez évident que dans les prochains mois, même peut-être les prochaines années, il n'y aura pas de vaccin. On va être obligé d'apprendre à vivre avec le virus. Puis si on veut revenir le plus rapidement possible à une vie un peu plus normale, bien, c'est important de suivre les consignes. Donc, on ajoute le masque, mais on n'oublie pas non plus de toujours garder 2 mètres de distance avec les autres personnes, se laver les mains régulièrement. Et moi, je suis convaincu, puis les Québécois l'ont montré depuis le début, sont capables de suivre des consignes. On est capable, ensemble, les Québécois, de la gagner, cette bataille contre ce virus, et d'être capable, éventuellement, de revenir à une vie plus normale. Donc, je compte sur vous, tous les Québécois. On est capable de passer à travers et de revenir à une vie un peu plus normale. Good afternoon. First, Bonjour.
Avant tout, j'aimerais revenir sur notre recommandation visant à porter un masque. Pour l'instant, nous n'allons pas en faire une obligation. Avant tout, nous voulons que les masques puissent être disponibles pour toute la population. Mais j'aimerais que les Québécois et les Québécoises en prennent l'habitude quand ils sortent en public. Si une majorité le fait, cela va nous aider à revenir à une vie plus normale. J'aimerais également dire quelques mots sur notre capacité de dépistage. Nous sommes un des endroits qui fait passer le plus de tests au monde, mais nous voulions passer de 6 000 à 14 000. Hélas, nous n'avons pas réussi. Nous sommes maintenant à 9 000, alors je suis mécontent. J'ai parlé aux responsables qu'il nous faut atteindre le 14 000 par jour dans les jours à venir. Donc, je répète, nos 3 règles. Quand vous sortez, vous maintenez vos distances, vous portez un masque et vous lavez les mains quand vous revenez à la maison. Je compte sur vous et je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Alors, vous avez vu aujourd'hui, je porte le masque. Je vais faire changement de l'habitude et je vais poser la première question. Donc, Marc-André Gagnon du Journal de Québec et du Journal de Montréal. J'ai bien entendu vos précisions en ouverture là, sur les masques et la quantité qui serait nécessaire pour le rendre obligatoire. Mais il reste qu'à chaque fois que vous qu'il y a eu la question du masque, vous êtes toujours revenu avec l'argument légal. Vous avez dit ça aussi encore ce matin au Salon Bleu. Mais pourquoi ne pas nous avoir dit plus tôt qu'au fond, c'est la question de la disponibilité là, qui explique la position de votre gouvernement sur le masque? Et à partir du moment où ça va être disponible, est-ce que vous allez l'imposer, par exemple, dans le métro de Montréal? Bon, d'abord, c'est important de le dire. Il y a une question de disponibilité, mais il y a une question aussi, jusqu'à présent, la santé publique en avait fait une recommandation, mais pas une obligation. Donc, on se fie aussi à ce que dit la santé publique. Donc, de ce côté-là, c'est très clair. Pour ce qui est de la suite des choses, on va commencer par s'assurer que les masques sont disponibles en grande quantité. On va regarder aussi comment les consignes sont suivies par les Québécois avant de rendre ça obligatoire. Et pour ce qui est de la partie juridique, bien, effectivement, il faut avoir des masques de qualité disponibles pour être capable de l'obliger. Mais je pense qu'on est capable de passer par-dessus l'aspect juridique, comme on le fait pour le confinement dans les maisons. Donc, 1, s'assurer d'abord que c'est disponible. 2, s'assurer, si c'est le cas, que la santé publique demande que ça devienne obligatoire. Oui, puis si vous me permettez, en fin de compte, quand on fait une analyse juridique, on regarde tous ces éléments-là. Là. Quand on parlait des éléments juridiques, c'est la disponibilité, la non-discrimination par rapport à certains groupes, l'efficacité de notre mesure, puis etc. Fait que c'était dans cette perspective-là que ça a été dit. Puis en plus, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le mouvement ou de l'intégrer comme un élément, non plus de dire que c'est efficace à 100%, mais ça fait partie de l'étiquette respiratoire, c'est une norme sociale qu'on peut maintenant décider d'imposer comme telle. Mais à la limite, tous ces facteurs-là, parce qu'il n'y a jamais une seule raison, tous ces facteurs-là font partie d'une analyse légale par rapport au fait de rendre disponible ou pas. Merci. Maintenant, ma deuxième question est aussi pour vous, Monsieur le Premier ministre. Vous avez formé avec des ministres de votre cabinet, de votre gouvernement, donc un groupe d'action pour la relance économique. Ça, c'était il y a 1 mois et demi. Vous aviez dit que tous vos engagements seraient revus en fonction de leur impact sur la relance. Vous avez déjà rejeté l'idée de mettre de côté le 3e lien. Or là, vous souhaitez toujours poursuivre le déploiement de la maternelle 4 ans malgré la pandémie. Donc, finalement, est-ce qu'il y a des projets que vous allez laisser tomber pour éviter qu'on se retrouve là en bout de piste avec un déficit qui serait trop difficile à rattraper? Bon. D'abord, pour tout ce qui était prévu pour la durée du mandat, il n'y aura aucun projet important qui sera mis de côté. Donc, toutes les promesses électorales, les engagements qu'on avait pris pour la durée du mandat vont être respectés. Maintenant, on continue d'analyser sur une période de 10 ans les investissements. Est-ce qu'on peut revoir certains investissements qui sont plus loin dans la période de 10 ans pour être capable de tenir compte du fait qu'on va quand même avoir un déficit qui va augmenter notre dette? C'est dans le processus d'analyse, mais pour l'instant,
Et on a conclu que pour ce qui est de la durée du mandat, tous les engagements qu'on avait pris vont être respectés, donc il n'y a rien qui est reporté. Merci. Prochaine question, Valérie Ganache, Radio-Canada. Bonjour, M. Legault. Contente de vous retrouver d'abord. Ensuite, je voudrais vous demander, ce matin, retour à l'Assemblée nationale, il y a, entre autres, Marguerite Blais qui a tant bien que mal tenté de répondre aux questions des oppositions. Certains disent, dans le contexte où vous voulez réformer les CHSLD, c'est peut-être pas la personne la mieux placée et certains vont même jusqu'à dire qu'actuellement, elle a une fonction décorative dans cette crise. Est-ce que vous avez toujours confiance en Mme Blais pour mener ce dossier-là? Oui, absolument. J'ai confiance en Marguerite Blais pour mener à terme ce dossier-là. Elle le connaît tellement bien. Et je veux peut-être rapidement quand même rappeler ce qui s'est fait depuis 1 an et demi. On avait promis en campagne électorale de mieux financer les CHSLD, de revoir aussi les salaires des personnes, entre autres les préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Depuis 1 an et demi, on a augmenté de façon importante les budgets des CHSLD. On a mis en branle, Marguerite Blais a mis en branle aussi tout le projet des maisons des aînés, où on veut avoir plus d'espace avec, au total, moins de résidents dans chaque maison des aînés. Et, là où peut-être, ensemble, comme gouvernement, qu'on a fait une erreur, c'est qu'on a attendu la négociation à la fin de la convention collective qui se terminait le 31 mars 2020 pour revoir les salaires des préposés aux bénéficiaires. Ce qui est arrivé, dans le fond, c'est qu'on a on a augmenté les budgets des CHSLD de plusieurs centaines de millions, mais on a affiché des postes qui n'ont jamais été comblés. Donc, c'est un défi. C'est pas simple négocier, là, vous en parlerez au Dr Barrette, négocier avec les syndicats pour avoir des augmentations de salaire spécifiques pour les préposés aux bénéficiaires. Mais moi, je suis déterminé à y arriver, même si ça doit être fait de façon unilatérale. Pour ce qui est du port du masque, vous dites qu'on n'en a pas suffisamment pour le rendre obligatoire. Est-ce qu'il y a des démarches qui seront entreprises par le gouvernement justement pour s'en procurer de ces masques-là? Et si c'est le cas, comment ça va se faire? OK. On est en discussion avec plusieurs entreprises québécoises. Notre priorité, au début des 2 mois qu'on a vécu, c'est d'abord l'approvisionnement en masques pour notre réseau de la santé. Donc, les fameux masques N95, les masques chirurgicaux, pardon. Donc, de ce côté-là, on a quand même une assurance. Là, on a 30-40 jours de réserve là, pour ces masques-là. Donc, ça, c'est sous contrôle. Maintenant, pour la population, bien, comme je vous le disais, ça prend des dizaines de millions. Donc, il y a des compagnies qui nous disent, bien, je peux vous en livrer 500 000, 1 million. Juste dans le métro de Montréal, on fait même pas une semaine avec ça, là. Donc, il faut accélérer. Moi, j'ai confiance que, disons, d'ici 1 mois, on va être capable, au Québec, de fabriquer des masques pour la population, pour que tout le monde qui en veut puisse les porter. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, Monsieur Arruda. Justement, sur la même question des masques, je m'explique mal comment ça se fait qu'on se prenne aussi tard pour aller acheter se procurer des masques pour le transport en commun. Le métro de New York en a des millions. À Paris, on en a 2 millions qu'on distribue dans 400 gares en ce moment, des masques. Comment ça se fait que nous autres, on ne les a pas encore? Est-ce qu'on s'est pris trop tard pour aller chercher ces masques-là? Et pourquoi c'est plus long chez nous qu'ailleurs? Bien, c'est pas plus long chez nous qu'ailleurs. D'abord, si vous faites une recension, Paris, par exemple, ou l'Allemagne, ils ont donné 150 000 masques. Il faut, à un moment donné, regarder combien de masques ont été donnés. Nous autres aussi, demain matin, on pourrait donner 500 000 ou 1 million de masques, là, mais après-demain, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, il y a eu une course aux masques, d'abord, à l'international. Vous l'avez vécu dans les 2 derniers mois. Tout le monde cherchait des masques. Et je pense pas qu'on soit... Je suis convaincu qu'on n'est pas différent d'ailleurs dans le monde. Tout le monde cherche des masques. Bon, évidemment, à New York, les gens portent beaucoup des masques faits maison. Moi, j'invite les Québécois à se faire des masques artisanaux le plus possible.
Mais je mettrais au défi, là, je vous mettrais au défi, M. Lacroix, de me trouver 25 millions de masques ou même 10 millions de masques. Vous verriez là, que c'est pas aussi simple que vous le pensez. Mon travail non plus, je pense, à trouver des masques. Je pense pas que je sois spécialisé là-dedans non plus. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez regarder ça. On va regarder comment se comportent les Québécois avant d'obliger. Est-ce que ça veut dire qu'on se dirige vers l'obligation, M. Legault? Est-ce que vous attendez, c'est de voir comment les gens vont réagir à cette recommandation que vous faites depuis maintenant quelques jours, avant de voir si on l'oblige ou non? Oui. Bien, d'abord, je vous rappelle, on a commencé à recommander le port du masque le 24 avril, donc ça fait déjà un certain temps. On ne l'a pas obligé. Je pense qu'évidemment, avant d'obliger le port du masque, par exemple, dans les transports en commun, il faudrait avoir une recommandation de la santé publique qui va dans ce sens-là. Pour l'instant, on n'a pas d'indication de la santé publique que ça doit être obligatoire. Je ne l'exclus pas, on ne l'exclut pas, mais pour l'instant, on n'est pas rendu là. Puis oui, je veux qu'on voit, puis je pense que de porter depuis 2 jours un masque en venant à la conférence de presse, je pense que ça envoie un signal aux Québécois. Là, je vois que certains journalistes le portent aujourd'hui. Je pense qu'on va en voir de plus en plus des gens porter le masque. Est-ce que ça deviendra obligatoire? Est-ce que ça deviendra nécessaire que ça soit obligatoire? Bien, ça, on va suivre la situation dans les prochains jours, les prochaines semaines. Puis on va d'abord s'assurer qu'on a des masques disponibles pour tout le monde. Olivier Bossé, Le Soleil. Madame McCann, j'aimerais savoir où en sont les travaux du comité d'experts que vous avez nommé il y a environ 1 mois, si je ne me trompe pas. Bien, ils sont très actifs. Ils sont en lien avec nous et ils ont fait plusieurs recommandations. Je pense que c'est près de 20 recommandations qu'ils ont fait à ce moment-ci. Et on suit ces recommandations-là. Alors, c'est un groupe d'experts qui est très actif. Et ils ont fait des recommandations au niveau des CHSLD, évidemment, parce que c'est plusieurs gériatres. Hein? Alors, c'est très aidant. Ils sont très en lien avec l'équipe de Mme Blais, la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Et je dois vous dire que c'est très constructif. Ça nous aide dans les différents dossiers, notamment le dépistage, les équipes dédiées, la prévention des infections. Alors, c'est un apport vraiment intéressant à l'action qu'on veut faire. Et ils sont là avec nous pour un bon bout de temps, parce qu'on le sait, hein, toutes ces choses-là, on doit les faire à long terme. Monsieur Arruda, on vient de dépasser les 2000 décès dans les CHSLD en 2 mois environ. Pouvez-vous, pour avoir un ordre de grandeur, au mois de mars-avril 2019, il y a combien de personnes environ qui sont décédées dans les CHSLD? Je sais que vous n'aurez pas de chiffre précis, mais juste pour nous donner une comparaison. C'est clair qu'il y a probablement un excès par rapport à la période. Je ne suis pas en mesure de vous le quantifier parce que j'ai regardé il y a quelques semaines, puis c'est un élément qui est très important parce qu'il faut voir, on sait que la mortalité, puis il y a de la surmortalité. La surmortalité est associée au COVID, puis on regarde combien elle a contribué en plus. Mais je pourrais faire l'analyse, puis éventuellement vous la montrer pour que vous puissiez le voir. Et ça va être une donnée excessivement importante si on veut être aussi en mesure, avec toutes les limites que ça peut comporter encore dans une comparaison, parce que ce n'est pas tous les systèmes qui sont pareils, mais pour réajuster pour les phénomènes de déclaration ou non-déclaration entre pays. Je pense que ça va être important qu'on le voit comme tel, particulièrement dans les pays qui sont dans le même hémisphère, qui ont vécu à peu près la même saison grippale. Je pense que ça va être important de le voir. Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Santé, M. Arruda, vous nous avez habitués dès le début en disant on est mieux, et c'est le directeur national de l'OMS qui le disait, on doit faire quelque chose rapidement plutôt que de rien faire. Est-ce que le port du masque, c'est trop tard à Montréal? La contribution la plus importante, à mon avis, à réduire l'épidémie, et là, je parle de... C'est pas le port du masque dans la communauté. Si vous me permettez, ça a été les mesures de confinement puis de distanciation sociale. Sans nier que le masque est un outil, particulièrement quand il y a une grande circulation communautaire. Je ne veux pas dire qu'à Montréal, il n'y a pas eu de circulation communautaire, mais elle n'a pas été aussi intense qu'elle aurait été si on n'aurait pas fait de confinement. On a le drame des CHSLD. On a le drame, je vous dirais, des travailleurs de la santé qui ont été infectés, qui ont peut-être infecté des îlots.
La contribution du masque, à mon avis, est un outil supplémentaire, mais qui encore ne remplace pas l'hygiène des mains, etc. Le mouvement associé au port du masque dans les sociétés occidentales, c'est quand même relativement récent. Même l'OMS ne le recommandait pas au début, l'ont recommandé, le CDC l'a recommandé, le rend pas obligatoire. Si on pourrait faire tout l'historique dans le temps comme tel, moi, je pense que le port du masque, est-ce que c'est trop tard? Je ne sais pas jusqu'à quel point le masque dans la communauté pratiqué au Québec à une phase où on était confiné, aurait évité de mort. Je ne suis pas capable en mesure de vous le dire. Est-ce qu'il en aurait évité 2, 3, 4, 5, 1000? Je ne pense pas qu'il s'aurait été à ce niveau-là. Maintenant que le Québécois a appris à se laver les mains, à comprendre les mesures d'éléments, je pense que l'ajout du masque comme méthode, je vous dirais, puis là, il faut que vous compreniez aussi qu'on était en pénurie de masques, passer le message aux gens que ça leur prenait un masque alors qu'on avait une pénurie de masques, puis on n'avait pas encore travaillé toute la question des masques de couverture. Je pense qu'en termes de timing, c'est le temps. Ouais, d'ailleurs, le 24 avril, je l'ai fortement recommandé. On a fait des vidéos, vous a démontré comment on peut le faire avec un foulard, etc. Maintenant, pour le rendre obligatoire, puis pour que tout le monde le fasse, pour que ça devienne une norme sociale, ça prend aussi la collaboration de la population. Et je pense que ça fait partie d'une étape normale d'habituer les gens à faire les choses. C'est ce que je peux dire pour le moment. On verra l'histoire. On verra avec les évaluations, puis peut-être éventuellement voir comment ça va être un bon outil. Mais ça ne demeure pas un instrument dont les données probantes font... Puis là, je parle purement scientifiquement parlant, mais je vous dirais que probablement même, par contre, l'effet psychologique ou l'effet de dire « l'autre ne porte pas de masque, je vais me rapprocher pas trop de lui », etc., est un facteur de distanciation sociale qui va être plus important que l'efficacité du masque lui-même. C'est pour ça que je pense que moi, je pense qu'on le recommande fortement. J'en porte un. Quand je vais être à Montréal, je vais me déplacer entre les endroits, je vais être cohérent, je vais en porter un pour donner l'exemple. Mais jusqu'avant, ni moi-même, ni personne dans ma famille, je recommandais. Je recommandais à la population exactement ce que je recommandais pour ma famille, compte tenu de sa protection. Mais aujourd'hui, dans le constat actuel, moi, je pense que les Québécois, s'ils veulent à la fois... si deux en portent, les uns se protègent mutuellement, je pense que ça va devenir une norme sociale, à mon avis. Puis on verra la question de le rendre obligatoire ou pas quand on sera rendu avec les conditions, parce qu'on ne veut surtout pas augmenter les inégalités de santé. C'est-à-dire que les riches qui ont accès aux masques, puis là, je fais une image exagérée, même si c'est peu coûteux, même si ça semble simple, pour certaines clientèles, ça peut être pas facile et je pense qu'on doit respecter aussi l'équilibre dans la santé. Moi, je suis un peu inquiet actuellement de la situation qu'on va vivre dans les prochaines semaines dans le transport en commun. Je pense que dans le transport en commun, on peut rester plusieurs minutes en présence de quelqu'un d'autre, puis on peut parfois être à moins de 2 mètres. Par contre, dans les derniers mois, il y avait très peu de monde dans les métros, les autobus, donc ça m'inquiétait moins. On le sait, à Montréal, pour l'instant, on n'a pas choisi de réouvrir les commerces, les écoles secondaires où il y a beaucoup de jeunes qui prennent l'autobus, le métro, ça va seulement être en septembre. Donc, au fur et à mesure, dans les prochaines semaines où il y aura plus de monde dans le métro que dans les autobus, là, ça deviendra vraiment important, le masque, mais je pense pas, en tout cas, moi, je ne sentais pas dans les dernières semaines, compte tenu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans le transport en commun, je pense que c'était important d'entrer dans la tête des gens que le 2 mètres, là, c'est la clé. Et c'est plus difficile, le 2 mètres, dans le transport en commun, surtout si le transport en commun, il y a beaucoup de monde dans les autobus et les métros. Décision, parce que vous l'avez dit, c'est pour ça que je le porte aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de monde à l'Assemblée nationale, dont des gens qui viennent de régions où on est en zone rouge. Faire attention, parce que ce que j'ai compris, c'est quand on croise quelqu'un dans le corridor, là, on peut pas, en tout cas, ce qu'on m'explique, on ne peut pas l'attraper là, en passant quelques secondes à côté de quelqu'un. Donc, c'est quand on est dans la même pièce, peut-être ici, là, ça pourrait se poser comme question pendant un certain temps, où là, les microbes peuvent se promener. Mais prendre une marche croisée, le masque, c'est, à mon avis, là, c'est quand on est à moins de 2 mètres pendant
plusieurs minutes. Ma deuxième... Le 23 avril, je l'ai recommandé. Récemment, je l'ai fortement recommandé. 24, excusez-moi, là, des fois, je ne sais même pas quelle journée on est dans la semaine. Donc, j'ai de misère une semaine. Bon, donc, je l'ai fortement recommandé. Fait que décoder ce que ça veut dire, fortement recommandé. Mais le rendre obligatoire, il y a des conditions qui ne sont pas au rendez-vous, notamment pour les clientèles les plus vulnérables. Si vous pouvez vous aider les uns les autres à vous en procurer, bien, faisons-le aussi, en attendant qu'on ait une capacité manufacturière. Merci. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Monsieur Legault, vous êtes un homme d'objectifs et de plans. Vous aimez ça avoir des objectifs. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous espérez avoir comme résultat de la mission de 2 jours que vous allez faire à Montréal? Quels sont vos objectifs? Bien, premièrement, je veux rencontrer la mairesse de Montréal, les gens de la santé publique à Montréal, voir les contraintes, les défis, la situation. Je veux aussi rencontrer les PDG des CIS et des CIUS. Donc, je veux savoir ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui se passe actuellement, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, parce que quand même, les PDG des CIS et des CIUS, bien, ce sont les patrons des CHSLD, au moins les CHSLD qui sont publics. Donc, j'ai beaucoup de questions à leur poser sur ce qui s'est passé depuis 2 mois, puis ce qui se passe actuellement, puis de voir les façons où on peut les aider davantage. Par ailleurs, j'aimerais revenir sur la question des masques. Donc, vous avez parlé de volume de masques que ça prendrait pour, par exemple, fournir le métro de Montréal. Mais est-ce qu'on... D'abord, on a une idée, on a combien de masques en stock actuellement au Québec et combien que ça en prendrait quotidiennement au Québec pour la région métropolitaine, là, en quantité de masques? On parle du métro, mais il y a au-delà du métro aussi, là. OK. Bien, c'est ça, là. C'est que, comme je vous disais tantôt, des N95 puis des masques de procédure, c'est plus facile à dire, on en a pour 30 à 40 jours. Donc, ça, c'est quand même sous contrôle. Puis, on continue à avoir des approvisionnements. Bon. Là, il y a plusieurs hypothèses sur les masques pour la population. Il y a des masques jetables, puis il y a des masques lavables ou réutilisables. On travaille sur les 2 filières actuellement. Disons qu'on pourrait avoir quelques millions de masques demain matin, mais on ferait quelques jours maximum avec ça. Donc, on est là pour l'instant. Est-ce qu'on va réussir à aller chercher des dizaines de millions de masques? Moi, j'ai confiance qu'on va y arriver dans les prochaines semaines, dans le prochain mois. Mais là, on n'est pas là pour l'instant. Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. J'aimerais revenir sur l'enjeu des tests. Vous avez dit que vous n'acceptiez pas la situation, que vous en avez parlé aux personnes responsables. Je veux bien comprendre. Parce que hier, ou en fait depuis quelques jours, pour expliquer l'augmentation moindre que prévu du nombre de tests, vous dites, bien, les gens ne sont pas au rendez-vous, les gens ne répondent pas à l'appel. Alors qu'il y a des travailleurs de la santé en CHSLD, des CHSLD où il y a des cas de COVID qui ne sont pas testés du tout, où on dit qu'il n'y a pas de directive à ce sujet. Donc, j'aimerais savoir, à qui avez-vous parlé exactement au sujet de cette question? Quelles explications vous ont été données et qu'entendez-vous faire concrètement pour corriger la situation? Bon. Effectivement, là, vous avez des bonnes questions qui sont semblables à mes questions que je pose aux gens qui sont responsables. Ce que je comprends, c'est que les cliniques qui ont été installées, entre autres à Montréal, il n'y a pas eu autant de personnes qu'on pensait qui s'inscriraient pour venir se faire tester. Par contre, on a beaucoup de travail à faire encore dans les CHSLD. Donc, ces gens-là, si on avait su que la population ne serait pas au rendez-vous dans les quartiers chauds, bien, on les aurait mis dans les CHSLD. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. On travaille sur les 2 côtés. On travaille sur l'organisation, donc où doit être le personnel qui fait les tests, où il se situe où. Là. On espère que c'est là où il y a des besoins. Puis il y a des besoins dans la population, puis il y a des besoins dans le réseau de la santé. Donc là, on est en train de répartir les personnes aux bons endroits, mais idéalement, moi, je voudrais qu'on soit capable de tout faire. Donc, de bien tester dans la communauté, bien tester aussi dans les CHSLD, entre autres.
D'accord. Bon, il y a peut-être une partie de la question qui n'a pas été répondue, mais peut-être que ma question va aller à Mme McCann. Peut-être que c'était peut-être un peu délicat d'y répondre, je ne sais pas. Mme McCann, ça fait une dizaine de jours que la liste des CHSLD et des résidences pour personnes âgées a été retirée, où il y a des cas de COVID. Dites-moi là, au moment où on se parle, il y a combien de CHSLD et de résidences pour aînés où il y a un cas de COVID? Combien y en a-t-il qui ont au moins 15 de cas? Il y a combien de CHSLD et de RPA sont dans une situation critique? Bon. Je veux vous répondre parce que c'est un dossier que je suis de façon quotidienne. Quand on regarde les résidences où il y a au moins un cas infecté, il y en a 332. OK? 109 CHSLD, 131 RPA, 72 ARI, puis 20 autres milieux. Donc, pourquoi, et c'est la question que je pose, pourquoi, et puis je vais vous donner la réponse que j'ai eue ce matin, pourquoi on ne l'a pas résidence par résidence? Puis avec le pourcentage, c'est que les statistiques ont été faites selon le nombre de lits. Donc, on dit, on a tant de personnes infectées divisé par le nombre de lits, ça donne, est-ce qu'on est à 25 à 15 Donc, on sait qu'il y a des lits qui ne sont pas occupés. Donc, là, actuellement, ils sont en train de ramasser les données. On m'a promis que peut-être même cet après-midi, on aurait terminé, au moins pour les CHSLD. Mais ce qu'on veut, là, ce qui nous manque maintenant, c'est le dénominateur, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées, on les a. D'ailleurs, je vais vous les donner en plus du nombre de... il y a 5 139 personnes infectées. Il y en a 2 949 dans les CHSLD, 1 162 dans les RPA, 854 dans les RI, 174 dans les autres milieux. Bon. Là, ce qu'on veut, c'est de savoir quel pourcentage ça représente des résidents et non pas quel pourcentage des lits dans ces résidences-là. Donc, ils sont en train de compléter ça. Mais on dit que pour les CHSLD, on devrait être capable de mettre ça en ligne cet après-midi, puis pour les autres, demain. Si, Marie-Michel, si oui, le devoir. Oui, Madame la ministre, peut-être. Vous permettez? Oh oui, allez-y. Alors, en complément, on va vous donner une petite primeur, là, puis on est toujours très prudent, parce que c'est pas fini. Mais vous allez voir dans le tableau, probablement cet après-midi, on l'espère, que les CHSLD qui sont dans une situation plus critique, les rouges, le nombre a diminué. Le nombre a diminué. C'est ce que je veux vous dire, là, pour le moment. Il y en a autant au total, sinon plus. Là, il y en a 300, comme disait M. le Premier ministre. RPA et CHSLD, on s'entend. Mais au niveau des rouges, ceux qui ont 25 et plus de cas infectés, il y en a moins. Et ça, c'est parce que des résidents guérissent aussi. Il y a des résidents qui ont guéri. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Mais encore une fois, on continue parce que la situation est toujours difficile. Mais elle évolue un peu, puis on veut qu'elle évolue davantage, évidemment. Michel, c'est oui. Juste pour être clair, encore plus clair, il n'y a aucune information qui est cachée. OK? Moi, j'aimerais ça l'avoir, l'information que vous demandez, puis toute l'information que j'ai, je vous la donne. Puis dès que je vais avoir l'information résidence par résidence, je vais vous la donner. Donc, il n'est pas question de cacher. Là, on est 100% transparent. Là. C'est ma marque de commerce. J'ai eu une petite primaire, étant donné que je suis la ministre de la Santé. Puis il y avait un petit peu de bonnes nouvelles. Alors, voilà. Alors, Madame, c'est oui. Vous avez fini, vous êtes certain? Bonjour. Harold Lebel, ce matin, en a parlé, a parlé des cas de personnes qui, malheureusement, meurent encore seules. Il y en a eu beaucoup des exemples comme ça, individuels, du cas par cas, des situations où les directives ne semblent pas se rendre. On vous a déjà demandé si l'information descend bel et bien au PDG, si elle descend bel et bien dans le réseau. En fait, la question que je me pose, c'est les PDG ont des obligations de moyens. Dans le réseau, qui a des obligations de résultats? Bon, attendez.
les proches aidants, là, en haut, on a décidé pendant longtemps qu'on ne voulait pas obliger les dirigeants des établissements d'accepter les proches aidants. Donc, pendant longtemps, on s'est dit c'est la meilleure façon pour éviter la propagation du virus. Donc, on était en haut et en bas responsables. La semaine dernière, avec Marguerite Blais, on a renversé le fardeau de la preuve. On a facilité aussi les visites des proches aidants. Ça a fait jaser un petit peu parce qu'on a dit maintenant, plus besoin de tests. Là, il y a 2600 résidences. Il y a des proches aidants qui veulent voir leur mère, leur père, les aider à manger. Et on n'est pas pour commencer là, dans 2600 résidences à mettre un processus là, de tests. Donc, on va fournir l'équipement de protection, masques, blouses et gants et tout ce qu'on voudra, dépendamment si on est dans une zone froide ou chaude. Mais on va permettre aux proches aidants d'y aller. Et si jamais un proche aidant se voit refuser l'accès à la personne qui veut voir, on veut absolument avoir le rapport, puis que l'établissement nous le dise. Moi, ce qu'on me dit ce matin, c'est qu'il y a 8 dérogations qui ont été données seulement, donc 8 résidences CHSLD qui ont donné une dérogation pour des bonnes raisons pour, pendant un certain temps, ne pas accueillir les proches aidants, mais jusqu'à nouvel ordre, toutes les résidences acceptent maintenant les proches aidants. Je pense que c'est une question humaine, c'est une question d'équilibre entre, oui, éviter la propagation du virus, mais après 2 mois, il y a des personnes qui ont besoin de voir leur famille, puis je pense que c'est juste humain de le permettre. Puis c'est une question de temps, parfois, de donner la formation, par exemple, puis que l'établissement s'organise, là, hein? Pas pour des semaines, on se comprend, mais peut-être pour une couple de jours. Mais les échos que moi j'entends, entre autres, là, c'est que à certains endroits, puis je pense que ça va être général, les proches aidants sont très bien accueillis et même ça fait du bien au personnel, hein? On le sait, ça vient aider et ça fait du bien au personnel que les proches aidants arrivent. Mais ça prend un certain temps pour s'organiser, donner la formation, mais on parle d'une couple de jours, on ne parle pas de semaines, évidemment. Autre question? Oui, j'aurais l'information que M. Bossy a demandé tantôt. Là, la communication avec la montre est assez pertinente. Si vous me permettez, au mois de mars-avril 2019, donc l'année dernière, on avait 12 800 décès. Au mois de mars-avril 2020, on est à 14 009 décès. Donc, ce qui fait une différence de 2 209 décès à 2220 ou 2209 décès, en fin de compte, qui seraient en excès selon les données comparables dans les données de décès. Nous, au 30 avril, on vous avait mis dans notre système 2020, c'est-à-dire 2020. On a à peu près une différence, je vous dirais, là, de 180 décès par rapport à l'excès. Il y a une partie qui peut être un excès pas associé nécessairement au COVID-19. Mais il y a aussi le fait qu'au 30 avril, on a encore des cas qui sont peut-être pas revenus en arrière. De telle sorte, ce que ça vient de démontrer, c'est que notre système détecte probablement on est proche de l'excès de décès. Donc, quelque part, notre système capte bien les décès comme tel. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ce qu'on dit depuis tout le temps. On a un système qui capte bien les décès. On va voir à la fin de quelques semaines, s'il y a encore des décès qui s'ajoutent en mars-avril, c'est normal de ne pas avoir exactement le même chiffre, mais on est à beaucoup moins de 10 % de surmortalité.